Bien, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes dans le ZCL News, bienvenue. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. La réalisation est assurée par Kevin. Et nous allons aujourd'hui recevoir dans un instant David Montout. Il est un cadre de la CGSS. Il est responsable surtout de l'offre de services de la retraite de la CGSS. C'est très important, les questions de retraite. Ensuite, Michael Dopia. Il est leader du mouvement Marée. Il va vous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Et puis, comme d'habitude, en fin de journal, nous aurons nos deux chroniqueurs, Kenisha Mougon pour la chronique digitale For Progress et Jean-Luc Divial, la chronique Edamisso. Mais aussi l'actualité, ce week-end, c'était le déboulé de samedi. Tout le monde a dû voir le nombre impressionnant de personnes qui déboulaient, mais il n'y a pas déboulé qui continuait. Marche de Mornalo avec Olivier Moradel. On verra à la conférence de Audito Lassis, c'est un Guadeloupéen qui se réclame du Front National, du Rassemblement National. Et puis, bien sûr, un micro-trottoir sur ce qu'on pense de la troisième dose. Mais avant, deux petits mots sur une personnalité dont c'est l'anniversaire de la mort aujourd'hui. Je veux parler de Frantz Fanon. Il est né en Fort-de-France, c'était le 20 juillet 1925, ça fait déjà quelques années, et il est mort exactement le 6 décembre 1961 dans un hôpital militaire dans la banlieue de Washington. Alors Frantz Fanon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un militant, on peut dire internationaliste d'une certaine manière, parce qu'il a quitté la Martinique très tôt. Il a été psychiatre en France, dans la région de Lyon, si je ne me trompe pas. Et puis après, il est parti à Blida, en Algérie. Et c'est là qu'il prend conscience de façon plus positive encore de sa situation de colonisé. Il décide de rejoindre le combat des Algériens. Il adhère donc au FLN, le Front de Libération Nationale, mais Fanon, c'est aussi en 1961, un petit peu avant sa mort, il publie Les damnés de la Terre. Les damnés de la Terre, c'est un livre fondamental pour tous les anticolonialistes du monde entier, et c'est un livre qui a beaucoup aidé des Guadeloupéens, mais pas seulement, des Martiniquais, des Guyanais, des Américains noirs, des peuples du tiers-monde, et même en Afrique, puisque Fanon, outre Les damnés de la Terre, il écrit aussi pour la Révolution africaine, toujours c'est Maspero. Il écrit aussi Peau noire et masque blanc, un livre fondamental pour ceux qui veulent comprendre les rapports entre blancs et noirs dans une société coloniale. C'était un psychiatre, je vous l'ai dit. Et il est l'un des fondateurs du courant de pensée, ce qu'on appelle à l'époque tiers-mondiste. Il est une figure majeure du mouvement anticolonialiste. Il a inspiré beaucoup d'études postcoloniales. Il y a plein d'ouvrages sur Frantz Fanon que vous pouvez lire, mais je conseille surtout de lire Les damnés de la Terre dans la situation actuelle de la Guadeloupe. Le livre de Fanon, les livres de Fanon ne sont pas du tout, mais alors pas du tout dépassés, puisque c'est lui qui explique les conséquences psychologiques même de la colonisation sur nous les colonisés. Et dans Les damnés de la Terre, c'est extrêmement très intéressant et porteur. Les années de la Terre, outre ça, Fanon, je vous l'ai dit, il a été chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida, Joinville en Algérie. Il a participé à la conférence panafricaine à Accra, c'était en décembre 58. Et à ce moment-là, le Ghana a obtenu son indépendance. Il fallait, je pense, aujourd'hui faire ce petit focus sur cette personnalité, sur Frantz Fanon, qui, je vous rappelle, était martiniquais, a vécu longtemps en Algérie. Il a mené le combat aux côtés du FLN, du Front de Libération Nationale en Algérie. L'un des grands boulevards d'Alger s'appelle Frantz Fanon, et la mémoire de Frantz Fanon est encore vivante chez beaucoup d'anticolonialistes, beaucoup de Guadeloupéens, de Martiniquais, de colonisés qui ont envie de comprendre le sens de leur vie dans un pays colonisé. Je vous recommande Les damnés de la Terre. C'est un livre qu'il faut absolument lire et relire et avoir à côté de soi. En parlant de livres, mais justement, je viens de recevoir cet ouvrage de Dunière à Glace, Un coup de main pour Guadeloupe. Vous voyez, il n'est pas pitié. Je vais vous dire combien de pages. Plus de 600 pages. C'était un homme saint-anais qui a écrit cet ouvrage, et précisément qui sera reçu dans le ZCL, bien sûr, comme tous les gens qui écrivent des ouvrages importants. Et avec lui, on fera le point sur ce qu'il dit, ce coup de main pour Pays Guadeloupe. C'était aux éditions Nestor. On revient à l'actualité en attendant nos invités, et on va commencer par le déboulé de
samedi. C'était à Cap-Esther, il y en avait à Pointe-à-Pitre aussi, il y en avait à Bastère, tout de côté, monde était déboulé. Regardez ce reportage. Voilà, c'était donc ce défilé de samedi décidé par les organisations culturelles de carnaval, entre guillemets, mais surtout des mouvements culturels comme Akio, beaucoup un peu Masse Marron, qui étaient tous dans les rues à Bastère, à Cap-Esther et à Pointe-à-Pitre. Alors, je vous l'ai dit, on attendait deux invités. Monsieur Montaud, bonjour. Bonjour. On va parler avec lui des services en ligne sur la retraite, bien ça. Et puis, monsieur Michael Lopia, bonjour. Bonjour. Avec lui, on parlera du mari, il va nous expliquer un peu sa conception de tout ça. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, monsieur Montaud. Alors, quels sont ces services en ligne qui sont offerts par la Sécu à la CGSS dans cette période et surtout par rapport à la retraite? Nous avons, un peu comme le veut la tradition maintenant, tous les services de la retraite peuvent être consultés en ligne. Consulter son relevé de carrière. Pardon? Consulter son relevé de carrière. Oui, donc, le relevé de carrière, c'est le document qui retrace la carrière de chacun, de tout un chacun, de toute la vie salariale ou indépendante ou artisan. Donc nous avons tout ça. On peut demander son relevé de carrière déjà. Pour pouvoir le consulter, connaître son âge de départ à la retraite. Surtout ça, c'est important. Voilà, faire une simulation de sa pension. Oui. D'accord. Savoir à quel moment on peut partir, quel est l'âge, le bon moment pour partir. Est-ce que les trimestres que nous avons peuvent nous permettre d'avoir une retraite à taux plein? Ça veut dire, M. Montaud, qu'aujourd'hui, sans même se déplacer à la caisse, on peut tout savoir sur son processus de retraite. Et comme le disait Cosman Bessri, il ne faut pas attendre les 3 derniers mois pour le faire, justement. Exactement. Dès qu'on sait qu'on va partir, oui. On va partir, ou alors même dans les 5 ans à venir, oui. Même 5 ans en amont, on peut le faire. Bien avant. Oui. Déjà, nous invitons tout un chacun, dès qu'on a commencé son activité, de créer son espace. Créer l'espace sur l'assurance-retraite.fr. Donc l'assurance tout collé, l'assurance-retraite.fr. On l'affiche là en même temps. D'accord. À ce moment-là, on peut tout avoir son relevé de carrière et pouvoir commencer à suivre sa carrière jusqu'au départ de la retraite. Donc, fait, ça permet de contrôler sa vie professionnelle en quelque sorte. Oui. Exactement. Donc, on demande à chaque assuré de suivre son relevé, mais surtout à ceux qui, dans les 5 années à venir, vont peut-être partir à la retraite, de voir si le relevé de carrière est tout à fait conforme à leur activité, et à ce moment-là, pouvoir déjà faire une estimation et savoir combien d'argent on va percevoir, à quel moment c'est plus intéressant pour soi, donc, partir dans les meilleures conditions qui soient. D'accord. Mais surtout, comme les assurés nous appellent souvent pour nous demander combien je vais percevoir, on peut faire sa simulation. Et c'est ça pour nous aujourd'hui le plus important. Faire sa simulation, faire sa demande de retraite en ligne aussi, directement. Tout peut se faire en ligne finalement. Tout se fait en ligne. Même l'envoi des fiches de salaire aussi, par exemple, on a été... Exactement. Il y a l'application sur le site, qui vous permet d'envoyer vos documents, de mettre à jour votre relevé de carrière, les documents qui manqueraient. À ce moment-là, nous, on a le service qui s'en occupe après. Oui.
Alors, comme je vais quand même poser la question, qu'est-ce qu'on appelle réellement relevé de carrière pour les gens qui ne savent pas? Alors, le relevé de carrière, comme je l'ai dit en amont il y a 2 minutes, c'est la trace de la carrière de chaque individu. Dès qu'on a été déclaré, dès qu'on a été embauché, tout de suite, il y a le relevé de carrière qui se met en place. C'est-à-dire que dessus, on retrouve l'année, le régime, le montant qu'on a perçu, le montant des cotisations qui ont été versées, le nombre de trimestres validés par chaque année. D'accord. Donc ça veut dire que c'est avec ce document-là que nous, on peut commencer à calculer, pas commencer, on calcule la pension de la personne. C'est le document le plus important lors du départ à la retraite. D'accord. C'est un document qui vous suit pratiquement. C'est pas pratiquement, c'est le document, c'est votre carte d'identité, si on veut dire. Professionnel. C'est votre relevé d'identité de profession. Exactement. Oui. C'est ce document-là qui retrace toute votre carrière. Que vous ayez été artisan. Même dans le privé ou dans le public, parfois. Dans le public. Tout apparaît dessus. Oui. C'est vrai que ce ne sont pas les cotisations ne sont pas versées aux mêmes caisses, mais sur le relevé de carrière, il y a un récapitulatif. Artisans, régime général, régime des fonctionnaires, régime agricole, etc. Voilà. Ouais. Et on fait la somme de ces années-là pour pouvoir calculer le taux qu'on va donner à la personne au moment de son départ à la retraite. Alors, quand même, il y a des gens qui nous regardent et qui vous regardent en ce moment, se posent la question, si je n'ai pas d'Internet, qu'est-ce que je fais? Bon, si vous n'avez pas d'Internet, on a quand même l'accueil. Il y a quand même l'accueil, mais oui, vous voyez la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on ne reçoit plus, on ne peut pas recevoir, mais on a aussi le téléphone, le 3960, les gens peuvent appeler, il y a des collaborateurs qui sont là et qui accompagnent les assurés via le téléphone, d'accord? Mais bon, il faut quand même avoir une certaine connexion Internet, ou alors on leur demande, quand la situation va s'améliorer, bien sûr, de venir sur place et on les accompagne, on les aide à faire leur demande de retraite en ligne. Parce que, enfin, je dis ça parce que je pense à certains agriculteurs qui sont peut-être sur le terrain tous les jours, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ni sur le portable. C'est clair, mais à un moment donné, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour y aller parce que, bon, c'est vrai qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui n'ont pas accès à Internet ou alors qui ne sont pas assez aguerries pour pouvoir... Ou même qui sont dans les zones blanches, hein. Ça arrive aussi. Aussi. Donc c'est la raison pour laquelle... Saint-François, par exemple, il y a des endroits où même aux abîmes, je connais des endroits où l'Internet passe très, très, très mal. Oui, mais à ce moment-là, ces gens-là, on leur demande de venir. Hein, ils appellent au 3960. Donc ils prennent un rendez-vous. Ils prennent un rendez-vous. Et ce rendez-vous-là peut être aujourd'hui téléphonique. On va les appeler. Et à ce moment-là, le collaborateur qui est en place fait la demande de retraite pour la personne avec les renseignements qui sont donnés par l'assuré. D'accord. Donc, nous avons plusieurs canaux qui permettent de ne laisser personne sur le carreau. Alors, cela dit, l'idéal, c'est quand même de créer son espace personnel. Exactement. Première chose, créer son espace personnel. Une fois qu'on a créé son espace, on a une visibilité globale sur toute sa vie professionnelle. On peut aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, consulter son relevé de carrière. Même si on a de la mobilité, on va changer d'emploi. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que dès son plus jeune âge, parce qu'il y a des cotisations qui sont mal portées, il y a des cotisations qui ne sont pas portées du tout. Ça permet de faire les recherches très tôt. Parce que pour mettre à jour le relevé de carrière, il faut que ce soit des fiches de paye, soit une attestation certifiée conforme au livre de paye. D'accord? Donc c'est l'employeur qui délivre ce document-là à chaque individu. Alors, lorsqu'on attend trop longtemps et à 58 ans, on se dit, bon, on va mettre à jour son relevé de carrière, il se trouve que l'employeur n'existe plus. C'est ce que j'allais vous dire. Justement, j'ai un cas comme ça, on m'a suggéré ça, on a su que je recevais quelqu'un de la CGSS, on m'a dit, oui, si l'entreprise a disparu, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une boutade. Si vous n'avez pas les fiches de paye, parce qu'on vous dit de garder vos fiches de paye, d'accord? Si l'employeur a disparu, si nous, au niveau de la Sécu, dans nos archives, il n'y a pas de trace, il n'y a rien. C'est quelqu'un qui n'a pas de chance. Alors, ça veut dire que c'est perdu, ça veut dire que j'ai travaillé peut-être 10 ans chez X, j'ai travaillé 10 ans chez Canal 10 par exemple. Canal 10 subit un incendie, tout est à brûler, etc.
Normalement, si vous avez travaillé sur Canal 10 et que Canal 10 a brûlé, vous ne devriez pas avoir de problème parce que Canal 10 était censé avoir payé les cotisations, versé les cotisations. D'accord? Oui. Mais, pour Canal 10, il n'y a pas de problème. Mais je sais que dans certains cas, il y a beaucoup de cas comme ça. On en rit, mais... Ou même des entreprises où l'employeur dit « je déclare », mais il ne va pas déclarer rien. Honnête, ça arrive. Donc, si chaque année... Donc, ça veut dire qu'il faut vérifier ça. Chaque année, on va sur son relevé de carrière, on se dit, bon, là, on est en 2021, peut-être que normalement, les cotisations de 2020 apparaissent déjà sur le relevé de carrière. Oui. À partir de mars 2022, celle de 2021 devrait apparaître. Donc, si ça n'apparaît pas... Si en juin, vous voyez qu'il n'y a encore rien, commencez déjà à s'inquiéter et à mettre en place vos fiches de paie pour pouvoir nous permettre de régulariser la situation de la personne. D'accord. Je pense que ça, c'est une information aussi importante parce que beaucoup de cas en Guadeloupe, effectivement, il y a cette difficulté. Donc, ce que vous dites là, effectivement, pour l'espace personnel et le suivi, je pense qu'on va retenir ça. Ah non, mais il faut le retenir. Il faut le retenir parce que ça c'est un peu, je ne sais pas quel mot employer, un peu décevant, un peu malheureux de voir des assurés arriver à l'âge de la retraite. Oui. Ces gens-là savent qu'ils ont travaillé. Oui, et à ce moment-là, il n'y a pas de cotisation pour certaines années. Voilà. Or, les fiches de paie ne sont plus parce que vous savez, on demande aux gens de garder leurs fiches de paie, mais 40 ans de fiches de paie, ça fait beaucoup, d'accord? Oui, mais si chaque année, on vérifie son relevé de carrière, l'année N+1, on peut mettre à jour son relevé de carrière. Et à un moment de la retraite, on n'aura plus ce problème-là. Une dernière question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. La bonne année pour la retraite maintenant, c'est quel âge? Aujourd'hui, on demande, il faut avoir, il y a deux conditions. Oui. Il y a deux conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. D'accord? Avoir l'âge et avoir le nombre de trimestres. Oui, alors l'âge. L'âge, aujourd'hui, au moment où on parle, là maintenant, au moment où on parle, d'accord? 62 ans. 62 ans. 62 ans. Donc, pour pouvoir partir à la retraite, il faut avoir 62 ans révolus. On peut partir. Mais pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, il faut un certain nombre de trimestres en fonction de l'année de naissance. D'accord. Aujourd'hui, je crois que pour avoir une retraite à taux plein, quelqu'un qui a 62 ans, donc c'est quelqu'un qui est né en 59, on lui demande d'avoir 167 trimestres, je crois. 166, 167. Si cette personne-là a 62 ans, 167 trimestres, elle part avec un taux plein. D'accord. Si elle a 62 ans et qu'elle ne réunit pas le nombre de trimestres, elle peut partir, mais avec un taux minoré. C'est-à-dire que le taux sera inférieur. On sait de combien à peu près en pourcentage? Le taux plein, c'est 50%. Les 50% des 25 meilleures années. D'accord. Une fois qu'on n'a pas le nombre de trimestres, on se voit, le taux diminue de 1,25 par trimestre manquant. Wow, mais ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est la raison pour laquelle, donc par exemple, quelqu'un qui a 166 trimestres au moment, qui a 62 ans, 66 trimestres, son taux est déjà à 48,75. S'il lui manque 2 trimestres, ça descend d'autant. Ça descend très vite. Ça descend très vite. Donc c'est la raison pour laquelle on intéresse les gens à réunir le nombre. La démarche. Voilà, donc c'est bien ça, le relevé de carrière, le document le plus important pour pouvoir nous permettre de partir avec une retraite à tout près. En résumé, même si quelqu'un commence à travailler maintenant dans la trentaine, mieux vaut maintenant créer son espace et suivre son évolution. Tout à fait, tout à fait. D'autant plus que dans 30 ans encore, dans 30 ans, si quelqu'un commence à travailler aujourd'hui, dans 30 ans, la dématérialisation sera tellement importante que les fiches de paie ne seront même pas allées au... Et si on calcule bien, lorsqu'on vous demande d'avoir 167 trimestres, ça fait 43 ans et demi. Oui. Il faut avoir travaillé. Beaucoup de choses changent. Ben oui, 43 ans. On est passé du fax à l'Internet, de l'Internet à l'application et demain, on ne sait même pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous privilégions beaucoup les services en ligne. D'accord. Il y a aussi maintenant l'agenda retraite qui sort ces jours-ci, qui permet de faciliter l'anticipation des démarches et notamment le dépôt de la demande de retraite, d'accord, de donner accès à des services en ligne
et particulièrement à la demande de retraite en ligne. Vous voyez, je parle souvent de demande de retraite en ligne. Oui, oui. La demande de retraite en ligne aussi, nous la privilégions pour que chacun puisse, de chez lui, suivre sa demande. Oui. D'accord? Il y a l'application qui permet de suivre ma demande. À quel moment on est intervenu? À quel moment on a ajouté telle année qui me manquait? Oui. Donc, on peut suivre de chez soi le déroulé de sa demande de retraite. D'accord? Et on propose aussi un accompagnement adapté. Si vous êtes, il y a des gens qui sont perdus, on a des collaborateurs qui sont là pour accompagner. On appelle, comme j'ai dit, le 3960. Nous avons des personnes qui sont des professionnels qui accompagnent et qui permettent aux gens de pouvoir gérer leurs demandes de retraite. Ben, je crois que la démonstration est parlante et nécessaire. Moi, si je me demande même s'il ne faudra pas de temps en temps revenir redire ça. Mais c'est avec plaisir, parce que nous, on veut que chaque Guadeloupéen puisse bien comprendre ça. Nous sommes très dessus. Nous faisons des séances d'information. Il y a des spots qui passent régulièrement à la télé. Oui. Et c'est pour ça qu'on demande à chacun de créer sa demande de retraite. Son espace plutôt. Mais pour la demande de retraite, on demande aussi, il faut 3 conditions. Avoir soit, parce qu'on passe par France Connect pour ça, un compte Amélie, oui, ou un compte aux impôts, ou un compte à la banque postale. C'est l'une de ces 3 conditions-là qui permet d'accéder de créer le compte. Bien. Bien, monsieur Monti, je vous remercie. Avec plaisir, c'est nous. Les futurs retraités qui, comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde, sont aujourd'hui, vont faire le nécessaire. Il est 13h02, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec notre second invité, Michael Doupia, avec qui on parlait du mari. Pour l'instant, on prend la pause, à tout de suite. Voilà. Merci. Voilà, il est exactement 13h09. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir dans un instant Michael Doupia, mais avant, on va faire un petit tour du côté de Morne-à-l'Eau pour la marche. C'était avec Olivier Mouradel, c'est ce week-end, on regarde. Nous avons voulu que ce marché existe. Nous avons voulu que l'animation économique reprenne à Morne-à-l'Eau. Malgré la situation catastrophique que nous vivons depuis certains temps, les barrages aussi, la crise sociale, la crise sanitaire, nous avons voulu faire cela dans le cadre des mesures sanitaires, surtout en respectant les gestes barrières. C'est pour cela qu'il n'y a pas trop d'attroupement. Les gens viennent de manière cadencée et s'en vont. Mais comme vous le dites, pour une première, c'est une réussite. Il ne faut pas se leurrer, c'est une réussite. Il y a beaucoup d'exposants qui sont venus de toutes parts de Guadeloupe. On en redemande déjà. Il y a beaucoup de visiteurs, les gens qui viennent. Nous sommes à la veille de Noël. La Guadeloupe a besoin de ça. Et puis ça participe aussi au soutien de l'économie. Les artisans, ceux qui font, les apiculteurs, les agriculteurs, l'environnement montre bien qu'il y a de l'envie, qu'il y a de la vivacité. Et nous allons continuer surtout. C'est un marché quand même que nous avons préparé depuis de longs mois et que nous avons dû repousser parce qu'en fait, pendant la campagne électorale, nous avons eu à dire que nous allons mettre un marché dans la ville de Morne-à-l'Eau. Et la population l'a demandé et pour nous, c'était normal de le mettre en place parce que c'était l'une des premières actions à mettre au sein de l'écoquartier de Morne-à-l'Eau. Donc, c'est pour cette raison que nous l'avons mis en place. Et donc, on devait le faire normalement sous le coup du mois de décembre dernier. On a dû repousser au mois de mars parce que les conditions sanitaires ne le permettaient pas. La semaine dernière, encore de nouveau, problème sanitaire, problème social. Alors, donc, aujourd'hui, on a dit non, il faut y aller, il faut que la population mange, il faudrait qu'on réponde parce qu'il faut continuer à vivre, il faut continuer à manger local. Dans chaque coffret, nous avons des produits alimentaires. Donc là, par exemple, nous avons de la sauce groseille, un substitut de café à base de graines de groseille torréfiées. On a des confitures, on a également des produits cosmétiques, des huiles, des savons, des shampoings, là encore fabriqués en Guadeloupe. La touche Ilosis, c'est vraiment le texte. Nous créons nous-mêmes des jeux
des énigmes, une poésie, un conte. Là, pour les fêtes de Noël, nous avons créé un conte spécialement pour Noël sur le cochon. Ben écoutez, c'est très intéressant comme concept, puisque là, on peut promouvoir la production locale et aider des jeunes à faire prospérer leur mini-entreprise, surtout dans ce contexte où on entend que les jeunes, il y en a qui ne s'en sortent pas, qui ont des difficultés. Donc c'était important pour moi de porter ma contribution au projet et j'ai gardé le prospectus et j'essaierai de rester une cliente de leur concept qui promeut la production locale et qui permet d'avoir un début d'économie locale. Voilà. Voilà, c'était le marché de Morne-à-l'Eau, une bonne initiative, effectivement. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit Michael Doupia. Michael Doupia, c'est une vieille connaissance. Et la question, puisqu'il est leader du Marais, qu'est-ce que le Marais, Michael? Alors, donc c'est la marée comme la marée. Comme la marée. Voilà, le Marais, c'est comme un sigle, forcément. Oui. Déjà, merci de me recevoir. Alors, marée, en fin de compte, c'est un mouvement. C'est un mouvement spirituel à la base, mais qui interagit dans plusieurs sphères, en tout cas, et qui a pour but, en tout cas, pour vocation, de développer non seulement un réveil spirituel, mais aussi un réveil sociétal, parce qu'on a une vision précise, c'est qu'on croit vraiment que la Guadeloupe est un phare qui doit briller dans la Caraïbe et devant les grandes nations. Et donc, on travaille vraiment, alors j'en parlerai encore plus tout à l'heure, dans d'autres sphères, pour aider en tout cas, effectivement, la Guadeloupe à devenir cette lumière. Alors, comment ça a commencé, Michael? Alors, bon, il faut savoir que j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis leader de ce mouvement, mais je suis aussi, j'ai une casquette pastorale, je suis leader d'une église aussi, et je suis aussi un entrepreneur. Donc, du coup, je travaille aussi dans la sphère entrepreneuriale. Et donc, c'est une vision, tout simplement, une vision qui a été déposée sur mon cœur. Voilà. Ah bon, carrément? Oui, tout simplement. Oui. On va dire que j'ai une relation, évidemment, avec Dieu, j'ai une relation avec l'Esprit de Dieu. Oui. Et on travaille, on avance avec le développement d'une vision. Et pour qu'on puisse établir des choses sur un territoire, eh bien, il faut qu'on reçoive une vision. Et donc, forcément, cette vision, je l'ai reçue il y a quelques années, il y a 11 ans précisément en arrière, puisque j'ai commencé ma mission ici en 2010 précisément. Et cette vision du réveil, eh bien, on y croit et malgré les tumultes, malgré les difficultés qu'on vit actuellement, puisqu'on justement, on va y revenir. Oui, on est dans une période qui n'est pas simple, mais justement, pour moi, ce sont les prémices, justement, de bonnes nouvelles. Et c'est pourquoi je te remercie vraiment de m'avoir invité aujourd'hui, parce que le but, c'est de donner à la population guadeloupéenne de l'espoir et qu'elle croit fermement que vraiment, les choses ne sont pas terminées. Au contraire, on va vers quelque chose de beau. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, qui se disent, mais où va le pays, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il y a beaucoup de gens qui se retournent vers, il ne faut pas le cacher, vers une prise de conscience spirituelle, il faut le dire. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui vont qui pendant le confinement ne pouvaient pas aller à l'église, etc. Dans leur église, je ne dis pas à l'église, dans leur église, parce qu'il y a plusieurs églises, bien sûr. Qui étaient un petit peu embêtés, mais enfin qui arrivaient quand même chez eux à avoir cette spiritualité, ce contact avec le spirituel. Comment, au niveau de la marée, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont dans cette situation? Alors, je vais bien expliquer en fait Marée, le principe, le mouvement. Donc, j'ai dit que c'est un mouvement spirituel, mais pas que. En fin de compte, Marée, c'est un mouvement, une association qui a pour objectif, en tout cas, d'aider au développement du réveil territorial. Et je veux vraiment parler du territoire. C'est pas une église, hein. C'est pas une église. On n'est pas là aujourd'hui pour porter un message pour dire venez à l'église, mais non, c'est important de le préciser. Mais on est là justement pour développer cette vision, et je disais donc dans plusieurs sphères. Évidemment, la sphère spirituelle est la sphère de base. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je dis, si on n'est pas guéri, si l'être intérieur n'est pas guéri, il est très difficile de développer dans d'autres dimensions et en étant justement pour pérenniser en tout cas dans le temps. Il y a un texte qui est très intéressant qui dit qu'il faut qu'on prospère à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Si une âme est malade, mais que cette personne a quand même des richesses matérielles, ça ne fait pas forcément d'elle une personne heureuse. Et ce qu'on veut aujourd'hui traiter, au-delà des dénominations et des religions, parce que moi je parle aujourd'hui vraiment d'une relation, c'est très important, c'est d'abord d'aller vers le peuple. Parce que si on ne va pas vers le peuple pour montrer un soutien, parce qu'on peut prêcher, on peut porter de beaux messages, mais ne pas être sur le terrain. On reste chez soi
en le disant, oui. Exactement. C'est souvent le cas, c'est souvent ce qui arrive. Et souvent le cas des 4 murs. Yaka. Et souvent le cas des 4 murs de l'église aussi. Oui. Or, la mission qui nous a été fournie, qui nous a été donnée quand même, c'est de sortir des 4 murs pour aller vers une population. Si on parle de foi, qu'on parle de Jésus-Christ, qu'on parle de la parole de Dieu, on voit qu'il était dehors. Donc aujourd'hui, nous, on doit aller vers cette population. On doit prier pour eux, mais la prière ne fait pas tout, puisqu'on peut prier pour les gens et amener effectivement une forme de repos, une forme de paix. On sait aussi qu'il y a une dimension surnaturelle, bon ça on y croit ou pas, mais qui se manifeste, que nous on côtoie assez régulièrement. On peut voir des choses assez impressionnantes se passer. Mais on voit aussi qu'au-delà de la prière, on doit porter des actions précises qui sont en fin de compte le lien entre la foi et les œuvres. Parce que je peux avoir la foi, mais ne rien faire d'autre. Dire que je crois, parler de Dieu aux gens, les interpeller, et puis finalement, je suis bien chez moi. D'accord. Alors, dans la situation actuelle, comment Marie intervient vis-à-vis du peuple? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, qui ont perdu leur emploi, qui ne savent pas qui ont perdu des parents aussi avec la Covid. Comment Marie intervient? Je dirais que Marie était en fin de compte dans l'introduction de sa mission. On était dans le préambule, parce que Marie, c'est récent. C'est un mouvement qui a été créé donc, il y a 1 an à peine, en novembre 2020 précisément. On était vraiment dans l'introduction, on faisait beaucoup de mise en place, puisqu'on travaille effectivement donc, sur le plan entrepreneurial, on travaille sur le plan social, on travaille sur le plan économique, on travaille sur le plan médiatique. Donc il y a beaucoup de sphères que je n'aurai pas le temps de détailler aujourd'hui, mais on était en train vraiment de construire. On a commencé à travailler, puisqu'aujourd'hui, Marie en fait a des partenaires qui soutiennent matériellement et financièrement. Et ça nous permet ensuite de rediriger des fonds vers des associations d'abord qui sont sur le terrain et qui vont aider notamment les démunis. On a des associations qu'on soutient financièrement qui aident les démunis dans les rues, notamment au niveau de la distribution des repas, au niveau de la prière, au niveau du soutien. Ça, c'est régulier, chaque semaine ça a lieu. Marie ne le fait pas spécifiquement elle-même, mais elle aide d'autres à le faire. Voilà, c'est une transmission. Voilà, c'est une transmission. Et ensuite, on est plus concret aussi, puisque forcément, on aide dans d'autres domaines, parce que qui dit aider la population, aller prier pour eux, les soutenir, les encourager ou même aider les démunis, mais il faut aller plus loin par la suite. Super. Donc on travaille aussi sur la sphère entrepreneuriale au niveau de l'accompagnement, on aide des projets. Cette année par exemple, on a aidé un écrivain à sortir un livre, voilà, qui est sorti cette année. On a d'autres projets en cours, on aide les entrepreneurs même, on a quelqu'un qui a créé son entreprise récemment, ce sont des navettes pour amener les personnes faire du shopping notamment. Il y a d'autres choses, mais en tout cas, je crois surtout que ce qu'il est essentiel de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un peuple qui s'est levé, il y a vraiment un peuple qui s'est levé parce qu'on n'est pas seul, on est quand même assez nombreux et on va vraiment sur le terrain. J'aimerais parler vraiment de la proximité parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit sur le terrain, près de la population. Récemment, j'ai fait une marche samedi dernier, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir la vidéo, parce qu'elle a été assez virale et j'ai été prié justement pour les manifestants. On a prié et il s'est vraiment passé quelque chose. Les gens ont été touchés, à tel point qu'ils ont rediffusé énormément la vidéo partout sur les réseaux. Je crois que ça a été redistribué plus de 800 fois et vu plus de 30 000 fois. Donc il y a eu vraiment un impact. Et on n'était pas là pour parler d'une religion. On n'était pas là pour parler vraiment simplement du vrai Dieu, tout simplement. Et on voulait apporter l'amour. Je crois que l'amour, c'est vraiment la clé. Voilà. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Voilà. Pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait amour. Et il faut qu'on aille le transmettre. Et c'est en allant au contact des gens qu'on va commencer à discuter avec eux, qu'on va commencer à prier pour eux. Et il faut aussi qu'il y ait ce réveil des cœurs, le réveil de la population. Et déjà en route, on le voit, peut-être pas tout le temps de la bonne façon, c'est pas grave, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement un réveil en fin de compte. Alors parfois, ça peut être bien vu, mal perçu, mais je crois qu'il faut d'abord qu'il y ait des ténèbres pour que la lumière puisse ressortir. S'il n'y a pas la noirceur, s'il n'y a pas l'obscurité un moment, il ne peut pas y avoir une lumière qui puisse apparaître. Donc la lumière est en train d'apparaître actuellement. Parce que tu disais tout à l'heure en début, en préliminaire, que la Guadeloupe doit être un phare pour éclairer. Alors explique-nous un peu, parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'on est vu en Martinique, on est vu en France, on est vu un peu partout. Alors on dit, la Guadeloupe c'est un phare. Ils vont dire qu'on est chauvin. Non. Est-ce qu'elle nous parle phare aussi? Non, pas du tout. C'est pas du chauvinisme, mais je crois vraiment qu'il y a un réveil non seulement de la Guadeloupe, mais aussi des Antilles. Très clairement. Je pense simplement qu'il y a un point de départ. Si on prend la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a toujours eu des réveils territoriaux. Quand on lit l'Ancien Testament, il y a eu plein de réveils territoriaux. Et en fait, le réveil territorial, il passe toujours sur la base d'une réforme. Une réforme, c'est quoi? Une réforme, c'est une transformation qui est profonde. Et la transformation, elle vient toucher toutes les sphères de la société. Très bien politique, économique, sociale, enfin, toute spirituelle aussi. Parce que l'Église même avait besoin d'être réveillée. On voit aujourd'hui que dans la détresse ou la difficulté, les églises se réveillent parce qu'il faut prier plus. Il faut se lever parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je crois simplement qu'il y a une stratégie sur le plan territorial. Et la lumière, en fin de compte, elle doit partir de point de départ pour se répandre ailleurs. Et pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de la valorisation. Et aujourd'hui, on veut beaucoup travailler sur la valorisation,
ça passe par la jeunesse qui doit être valorisée, non pas que par la prière, mais aussi en allant chercher les talents qui sont enfouis en eux, qui ne sont pas forcément capables de trouver, et il faut les aider à les trouver pour être créatifs après. Et donc c'est là où on va parler aussi d'un changement de mentalité qui va amener aussi une nouvelle réputation et une nouvelle sphère d'influence. Si on devient un phare qui brille dans la Caraïbe, ça veut dire qu'on influence autrement. On n'est pas seulement une île touristique. Non. Ça va au-delà. Le phare est intéressant pour le côté touristique, mais il y a un phare spirituel. Et quand la lumière du phare commence à briller sur le plan spirituel, eh ben, elle amène en fin de compte, tu sais, quand il y a de la lumière, eh ben, ce que tu ne voyais pas, tu le vois. Donc ça veut dire que quand on est capable d'amener la lumière dans les cœurs, eh ben, les gens vont voir des choses qu'ils ne voyaient pas. Ils vont être beaucoup plus créatifs. Leur mentalité va changer parce qu'ils vont avoir une meilleure estime d'eux-mêmes aussi. Pas dans l'ego surdimensionné, ni en tout cas dans l'orgueil, mais parce qu'ils auront compris que le vrai Dieu a été capable de venir restaurer leur cœur, amener la vérité, et en fin de compte, ils sont bien dans leur botte. Ils sont capables de trouver ce qu'ils ont en eux et d'aller plus loin. Alors, sur le plan entrepreneurial, comment ça s'organise? Parce qu'il y a des gens qui te regardent en ce moment, qui écoutent, se disent, oui, moi, je suis au niveau de l'entrepreneuriat, j'ai des difficultés, j'arrive pas à gérer mon petit business, j'ai toujours des difficultés. Que faut-il faire et en quoi Marie peut m'aider? Je crois que le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, enfin les problématiques qu'on a rencontrées en Guadeloupe, c'est qu'on n'a pas été capable vraiment de développer pleinement notre potentiel, parce que souvent on a des carences, même on le voit en estime de soi. Il faut être capable aujourd'hui d'aider les gens à se connaître, à trouver leur identité. Et l'identité guadeloupéenne dépend d'un peuple qui connaît son identité. Donc aujourd'hui, quand on parle de la manifestation de l'identité de la Guadeloupe, comme on disait un phare, ça veut dire qu'on va être capable de travailler avec eux déjà sur le plan personnel pour savoir quelle est leur voie, vers quoi ils doivent tendre et qui ils sont eux-mêmes. Parce que souvent, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes, souvent les gens me disent mais je ne sais pas quoi faire en fait. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas qui je suis, je ne sais même pas quoi faire, j'ai fait telle formation parce qu'il fallait faire une formation. Donc déjà, travailler sur ce plan-là, c'est très important. Et ensuite, les diriger en termes de formation, évidemment d'accompagnement à la formation, vers la voie qui convient et qui leur correspond. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, sur le plan professionnel à proprement dit. Mais après, sur la sphère entrepreneuriale, on a un espace de travail qu'on a créé et dans lequel on a en fin de compte des responsables marketing, communication, des coachs professionnels. Et là, on peut travailler sur l'accompagnement de la création d'entreprise de A jusqu'à Z, jusqu'à même à la pérennisation de l'entreprise. Il y a un contact? Oui, ils peuvent nous contacter. Déjà, ils peuvent aller sur le site internet www.maritv.com ou alors ils peuvent aussi me contacter moi-même au 06 90 985 995. Alors, autre chose importante, j'ai beaucoup entendu ça. D'ailleurs, j'étais à une manifestation hier et j'entendais quelqu'un disait en Guadeloupe, nous pas aimer nous assez. Il manque de l'amour. Pour donner, on ne peut donner que ce qu'on a. Et donc forcément, pour pouvoir donner de l'amour, il faut aussi qu'on ait reçu l'amour. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec le Dieu concert, c'est qu'il dit qu'en fin de compte, il nous a aimés en premier, donc on doit l'aimer en retour. Dieu n'a pas attendu qu'on l'aime pour que nous, on puisse l'aimer. Ça, c'est formidable. Donc je dirais que la première clé, faisons l'effort de nous aimer les uns les autres sans attendre forcément quelque chose en retour. C'est ce qui va nous positionner nous-mêmes déjà au bon endroit pour l'autre personne. Parce que ça, c'est important dans la relation humaine. Tout à fait. Alors, sur les derniers événements, en ce moment-là, ça coince entre le collectif et les politiques. Est-ce que, je ne dis pas ce que Marie va intervenir à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces deux parties, c'est-à-dire aussi bien au collectif qui veut des négociations pour la jeunesse, etc., aussi bien aux représentants politiques qui veulent aussi trouver un accord. Alors, aujourd'hui, il y a eu un protocole d'accord qui est sorti. Tout à fait. Au résultat des courses, il y a la réunion qui était prévue cet après-midi, elle ne se fait pas. Bon, je ne dis pas que c'est un échec, mais enfin, il manque quelque chose quand même. Ça coince. Alors, moi, j'apprécie vraiment ta question et je crois vraiment que moi, comme on dit, on fait une lettre ouverte aujourd'hui à nos politiques, on veut travailler avec eux, on veut prier pour eux, on veut vraiment aussi les aider et pas que les politiques. Et moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui est positif. Quand ça coince, ça veut dire que bientôt on va trouver une solution pour que ce soit plus coincé. Mais j'espère. Je le crois. Donc je pense aussi qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir une ouverture dans la discussion et être capable en tout cas de se rendre compte que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, les problématiques, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas été peut-être capable de trouver les bonnes solutions et que si on se rassemble pour être à l'écoute de l'un et de l'autre, déjà dans la prière, accepter la prière, ça c'est quelque chose d'important. On voit qu'il y a des grandes nations qui aujourd'hui, les présidents appellent des pasteurs pour prier pour eux et ils demandent la prière. Donc c'est une sphère, on va dire que c'est l'influence, c'est l'inspiration. On veut travailler sur l'inspiration. Comment avoir une bonne inspiration pour trouver les bonnes solutions? Il faut avoir une bonne connexion. Et la connexion avec l'Esprit de Dieu
elle est réalisable, elle existe, elle est palpable. Dieu est esprit. Toi et moi, nous sommes là, c'est vrai, dans un corps de chair, mais nous sommes aussi esprit. Tu es d'accord avec moi? Et donc, s'il y a l'esprit de Dieu quelque part, ça veut dire qu'il est capable d'influencer notre intelligence pour nous donner de concevoir de nouvelles choses. Ça veut dire que je crois que nous sommes capables d'aider les hommes politiques à trouver de nouvelles idées, les syndicats aussi à trouver de nouvelles idées, trouver un consensus, évidemment, avec la pensée du cœur de Dieu. Et Dieu doit ramener quelque chose, je crois qu'il veut ramener. Il veut que nous soyons proches de lui, que nous ayons une relation proche de lui. Et pour avoir cette relation, il faut avoir la crainte de Dieu, il faut aimer l'intégrité et la droiture. Si nous ramenons l'intégrité et la droiture dans notre discours, qui vient du cœur de Dieu, je suis sûr qu'on va trouver de bonnes solutions. Il est 13h26, ça va être la dernière intervention avant de se quitter. Quel est le message que tu pourrais délivrer aux Guadeloupéens? Je ne dis même pas aux jeunes seulement, aux Guadeloupéens en général, qui sont là, qui regardent ici en Guadeloupe, en Martinique, en France, etc. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ce que j'aimerais leur dire, déjà, premièrement, c'est qu'ils ont beaucoup de valeurs et que tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, est une introduction, un préambule à un grand changement. Et que ce qu'ils ont connu par le passé n'aura bientôt plus d'existence parce que Dieu va vraiment concevoir une nouvelle chose qui va tout changer en Guadeloupe. Je veux qu'ils gardent de l'espoir, qu'ils croient qu'il y a un changement qui va s'opérer. Je vais même aller plus loin. Je crois qu'en 2030, le peuple guadeloupéen et la Guadeloupe sera un territoire, une nation 2030, qui va influencer les grandes nations et que les grandes nations seront clairement étonnées. À nous de nous préparer, à nous d'être sincères, à nous de rechercher une relation profonde avec le vrai Dieu. Et on va voir de grandes choses se manifester sur la Guadeloupe. 2030, c'est dans 9 ans. Hein. Je travaille depuis 2020 pour une décennie qui est une réforme sur 10 ans jusqu'à 2030. Elle a commencé, c'est pourquoi nous sommes dans les rues. C'est pourquoi je fais un appel aussi aux églises. Venez dans les rues. On a fait une marche samedi dernier, je ne sais pas si tu savais. On était à peu près 150 dans les rues de Basse-Terre. Et je programme une dans 15 jours pour qu'il y ait sur toute la Guadeloupe le corps de Christ, je dis bien le corps de Christ, le corps de Dieu qui soit dehors pour prier pour la Guadeloupe. Et nous sommes dedans, la Guadeloupe va se lever. Michael, je te dis merci. Et merci à toi. Le réveil, c'est maintenant, comme je dis toujours. Ce message pour les Guadeloupéens. 13h28. Merci à toi. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Kénisha Mougon et aussi Jean-Luc Divial pour nos deux chroniqueurs. Puis avant, faire un petit tour dans le micro-trottoir pour la question de la troisième dose. C'est Max et Michel qui se sont collés. À tout de suite. Voilà, c'est 13h35, c'est l'heure de retrouver le micro-trottoir sur la troisième dose, puisque vous savez qu'en France, en ce moment, avec la nouvelle vague de variants, les questions se posent et le gouvernement, il y a un conseil scientifique qui se fait en ce moment même où je vous parle, et on parle beaucoup de la troisième dose et aussi même de la piqûre pour les enfants. Ce sera l'occasion de notre micro-trottoir. Mais pour l'heure, nous sommes allés dans les rues poser la question aux Guadeloupéens. Réponse avec Maxime Morel et Michel. Voilà. Comme tous les Français et tous les Guadeloupéens, je pense que j'ai pas confiance. On m'injecte un produit dont je connais rien, dont j'ai pas encore les effets sur un long terme. Donc j'ai un peu peur de me faire vacciner, mais en même temps je me sens obligée parce que sinon j'ai l'impression de rien pouvoir faire et de même pas en fait pouvoir aller à l'hôpital faire des examens tranquillement pour mes enfants. C'est ça, je vais prendre mon rappel. Je suis même pas encore à la première. Troisième. Ouais. Pour effectivement pouvoir garder le pass sanitaire à jour et puis qu'on puisse continuer à faire ce qu'on a envie de faire et notamment à voyager, quoi. Je suis obligé parce que de toute manière, c'est voté à l'Assemblée nationale. Alors je ne peux rien refuser. Je suis obligé. Moi j'ai un enfant qui est handicapé avec plus de 80% et si je me fais vacciner c'est pour lui en fait, c'est pour pouvoir aller à l'hôpital et lui faire passer des examens tout simplement. Mais sinon je le ferai pas en toute sincérité. Après réflexion, il y a les enfants, ils veulent aller au sport, faire ceci, faire cela pour sortir. Même pour aller acheter le pain, il faudrait être vacciné tout à l'heure, donc autant le faire maintenant. Dubitative, je ne crois pas trop à ce soi-disant vaccin. Donc à partir de là, je reste sur mes positions. En ce qui me concerne, tant que je pourrais m'abstenir de me faire vacciner, je ne me ferai pas vacciner. On est responsable de soi, on est responsable de sa famille, on est responsable des autres qui sont autour. Alors il faut s'en protéger. Non, c'est un rappel. Je vous rappelle que tous les autres vaccins, nous avons des rappels à faire. À un moment ou l'autre, il faudra tous qu'on soit vaccinés, donc autant le faire maintenant. J'ai fait le choix de ma liberté. Ils disent que c'est pas la liberté, au contraire, je suis libre d'aller où je veux. Et là, je vais aller au restaurant, on ne me demandera rien du tout. Voici mon papier, je peux rentrer au restaurant aujourd'hui. Pour circuler, pour faire ce qu'on a à faire, voilà, pour
Voilà, pour bouger quoi. Aujourd'hui, de toute façon, on a commencé à vacciner les enfants de 6 à 11 ans. Donc, en fait, c'est progressif. Et en fait, on nous annonce des choses en disant non, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour maintenant. Mais dans tous les cas, je pense que tout le monde sera vacciné. Tout le monde aura eu 3, 4, 5 doses, j'en sais rien. Mais là, ce n'est que le début. Et pour l'instant, voilà, c'est pas rassurant. J'ai acheté ma liberté. Ça me coûtera cher peut-être dans 10 ans. Hein, parce qu'on ne sait pas, je suis d'accord avec les gens, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Mais pour le moment, j'ai acheté ma liberté. Voilà, 13h38, on va recevoir maintenant Kenny Chamougon, Digital for Progress. C'est parti. Au Progress et bonjour Kenny. Bonjour Danick, bonjour à tous. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir l'entreprise Flash aujourd'hui. Ça ira vite alors. On l'espère bien. Alors, c'est parti, générique. Alors Kenny, Flash, on entend, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et on a deux invités. Le contexte, je ne sais pas si tu te rappelles, l'an passé à la même heure, il y avait eu le concours French Tech Tremplin. Ah oui, tout à fait. Et sur ce concours French Tech Tremplin, c'était l'accompagnement de start-up issues de diversité sociale. Hein. Et on a eu 5 start-up qui ont été accompagnées sur une année. Donc, Ma Boutique des Îles, Coco Shield, Oz, Guadaléwood et Flash. D'accord. Et un an après, on fait le bilan avec eux, d'où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont fait et où est-ce qu'ils vont. Donc ils vont se présenter, donc Gaëlle et Boris, qui êtes-vous? Alors moi donc je suis Gaëlle Charles-Delamour, cofondatrice de Flash et je vais se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Boris, cofondateur de Flash également. Et il y a la troisième personne qui n'est pas là avec nous, qui est il y a Laetitia. une troisième personne. C'est ça, Nous sommes 3. Laetitia Charles-Bellamont, qui est cofondatrice également de Flash, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Flash? Alors, Flash, c'est une plateforme qui met en relation les freelances, donc on les appelle les talents caribéens, avec des entreprises et ou des porteurs de projets. Alors, plus précisément en Guadeloupe et en Martinique pour l'instant. Alors, comment ça s'organise concrètement? Du coup, les entreprises sélectionnent les microservices qui sont sur la plateforme. Alors déjà, qu'est-ce qu'un microservice, hein? Oui. Tout prestataire propose un certain nombre de services. Ces services-là peuvent être découpés en tâches, qu'on appelle, nous, microservices, en fait. Par exemple, une entreprise qui souhaite faire un site internet doit faire une charte graphique, un logo, et le but, c'est de découper ces tâches-là et de dire, par exemple, si je dois faire tout un site, je ne veux faire, sur ce Flash, je ne vais sélectionner qu'un logo. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait sur Vous êtes l'intermédiaire, quoi. Exactement. Intermédiaire entre l'entreprise et le client. C'est ça. Comment cette idée vous est venue à l'esprit? Alors, ça nous est venu à l'esprit avec un premier projet. Donc, c'était toujours dans la thématique de l'emploi. Et donc, par rapport à quelque chose d'inévitable, le Covid qui est passé, on s'est réorienté vers le freelancing et on a préféré donc développer cette plateforme, surtout grâce aussi à la French Tech Tremplin qu'on a remporté. On s'est dit pourquoi pas se lancer. De toute façon, qu'on passe par French Tech, tout avance après. C'est la devise, n'est-ce pas, Kenny? On essaie en tant que faire se peut. Alors, freelancing, il y a beaucoup de plus en plus de freelance au national, principalement aux États-Unis et maintenant en France. Et du coup, ça arrive également en Guadeloupe. On n'a qu'à le voir, ça se matérialise au nombre d'espaces de coworking qu'il y a en Guadeloupe, qui n'arrêtent pas de se multiplier. Et du coup, voilà. Alors maintenant, on en parle beaucoup de Flash. Est-ce qu'on peut voir comment ça fonctionne? Montrer la vidéo, la technique, s'il te plaît. Voilà. Qui est-ce qui parle? Là, c'est la page d'accueil où tous les utilisateurs peuvent se rendre. Ils vont voir donc déjà les secteurs d'activité qui sont recensés. Donc il y en a 7 exactement, ainsi que donc les services que proposent déjà les travailleurs indépendants.
Et donc là, précisément, donc là, on est sur le secteur design. Et on voit donc qu'il y a donc, plusieurs secteurs qui sont disponibles, comme le print, logo, art, illustration. Et quand on clique dessus, on voit donc les prestations qui sont proposées. Pourquoi un freelance doit-il passer par Flash ? Alors déjà parce que ça lui permet d'acquérir de nouveaux clients, ça lui permet de rejoindre une communauté de freelance. Et Flash aussi n'est pas juste un intermédiaire, il permet de sécuriser le paiement à la fois pour l'entreprise mais aussi pour le freelance. C'est-à-dire que l'entreprise achète le microservice. Une fois que le microservice est acheté et que l'entreprise s'est mis d'accord avec le freelance pour la réalisation de la mission, le paiement est débloqué et reversé au freelance. Voilà. Donc on est vraiment sur un tiers de confiance. Exactement. Et quel avantage maintenant pour une entreprise quelconque ? Je prends mon ami Danny qui a un site internet à refaire. Justement, j'ai un site internet et j'ai besoin de prestataire. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire ? Voilà. De retrouver quel avantage qu'il aurait ? C'est de retrouver tous les freelances qui sont dans ce secteur d'activité que vous recherchez exactement et pouvoir comparer aussi. Ouais. Et, un comparatif des prix quand même ? Oui, bien sûr. Ouais. Vous pouvez aller voir donc, sur chacun des profils. Oui. Et aussi donc, voir en fonction de ce qui vous intéresse, le budget aussi. Donc c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un microservice et de proposer donc, une prestation de service courte et qui soit moins chère. Ça veut dire que je dois cliquer sur Flash et avoir... my-flash.co, c'est ça. Et vous vous rendez dessus et vous recherchez donc, dans le secteur d'activité qui vous intéresse. Une fois que vous êtes dessus, vous aurez toute la liste des freelances qui correspondent ou pas. Et il y a beaucoup de freelancers en Guadeloupe maintenant ? Il y en a de plus en plus en tout cas. De plus en plus. On est sur une base de données de entre 200 et 300 freelances sur Flash. Ouais. Donc c'est déjà pas mal en Guadeloupe et en Martinique uniquement. Ouais. Donc c'est déjà pas mal, sans compter ceux qui travaillent au national et qui veulent rentrer au pays. En Guadeloupe, Donc voilà. Pourquoi Flash est un avantage pour les entreprises ? Déjà parce que c'est un recrutement moins lourd. Il n'y a pas d'impact sur la masse salariale. Ouais. Et du coup, ça permet, on a des budgets qui sont alloués en fonction des services qui sont alloués en fonction du budget. Donc, toute entreprise peut venir sur Flash et trouver une prestation en fonction de son budget. Et après, comme je le disais précédemment, c'est la sécurité au niveau du paiement. Mais alors, je pose quand même la question, quel est le modèle économique de Flash ? On prend une commission. On prend une commission sur. On prend une commission. On prend une commission sur la prestation. Oui. Alors, on a deux types de services. Soit l'entreprise passe directement sur le site et cherche le microservice qui lui correspond et effectue le paiement. Oui. Sans passer par vous. Sans passer par nous. Ouais, soit effectivement l'entreprise a un besoin plus pointu, plus particulier. Et là, dans ce cas, il nous contacte et nous, on recherche un freelance qui correspond à son besoin. Ça veut dire qu'il y a un côté conseil quand même ? Exactement. Il y a un success manager qui vous est attribué et du coup, il va faire en sorte que la mission soit un succès. Donc, Daniel, tu choisis quelle formule, toi ? Je vais réfléchir. En tant que chef d'entreprise, je vais réfléchir quelle est la formule la plus intéressante. Mais enfin, de toute manière, c'est toujours intéressant, je le dis pour les téléspectateurs et pour les gens qui nous regardent, que d'avoir quand même un consultant. Quelqu'un qui peut vous dire, c'est mieux ceci que cela, plutôt que peut-être pour une petite économie, ne pas passer par le consultant et puis s'égarer dans... je ne dis pas que les prestataires ne sont pas bons, mais enfin, c'est mieux si les responsables de Flash me disent, c'est mieux telle chose que telle chose, plutôt que de m'égarer, perdre du temps. Et puis, c'est un gain de temps aussi. Oui. Et on a deux choses, on a un gain de temps et d'où le nom Flash. Voilà, exactement. C'est vrai. Si on revient sur la dimension tremplin, qu'est-ce que vous a apporté le programme Flash Tremplin sur ce projet ? Donc ça nous a apporté déjà le fait d'être incubé. Donc notre incubateur s'appelle Imansync et du coup il nous suit sur toute durant 1 an et nous permet vraiment de nous lancer et d'avoir toutes les expertises, on va dire, les compétences pour réussir surtout. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a fait on a décidé de développer une nouvelle version de Flash qu'on a lancée donc il y a 3 semaines exactement. Et en plus on a reçu aussi bien sûr un prix financier qui était non négligeable. Et donc le tout ainsi qu'une visibilité bien sûr par rapport à la communication qui avait été faite. Et ça nous permet aussi d'avoir un réseau qui est beaucoup plus grand et du coup de toucher plus d'entreprises, avoir une... j'oublie le terme, mais c'est pas grave. Voilà.
Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et l'état actuel des choses, en termes d'activité sur le site, on est sur quoi? En termes d'activité, de business, comment ça fonctionne déjà? On recense déjà une quarantaine de freelances inscrits, ainsi que donc du coup ils peuvent mettre plusieurs prestations de services. Donc même s'ils sont 40, on n'est pas obligé d'avoir 40 services, ils peuvent en mettre 3, 4, 5 s'ils veulent. Et donc là, quelle thématique? Là, du coup, on a 7 secteurs. Donc, on est sur la marketing, communication, business, lifestyle, industrie, audiovisuel. Lifestyle, c'est ça. Donc, on peut aussi intervenir dans le bien-être. Le bien-être. Ouais. Donc, si un prof de yoga, il peut s'inscrire sur notre site et proposer ses prestations. Très bien. Et donc, en termes de business, on est donc 70 freelance et côté entreprise? Donc pour l'instant, ils s'inscrivent et étant donné que ça vient tout juste de commencer, donc ils s'inscrivent et ils commencent à discuter, échanger avec les freelances pour savoir s'ils passent à l'action pour acheter. Parce que là, oui, on ne l'a pas dit, mais sur la plateforme, il y a la possibilité de discuter avec le freelance pour pouvoir voir les termes du contrat, si la microservice correspond aux besoins de l'entreprise. Et du coup, c'est directement inclus dans la plateforme, une messagerie, pour discuter avec le freelance ou plusieurs prestataires. Ouais, notre objectif, c'était vraiment que toute la relation se fasse directement sur le site. Que ce soit à choisir le service, discuter, payer, le tout se fait directement en interne. On a tout l'historique si jamais demain Exactement. il y a un souci ou si demain il y a un grief. Que ce soit le freelance ou l'entreprise, ils ont accès dans leur compte à un tableau de bord et voir leurs commandes ainsi que le suivi des commandes. Cela dit, Kenny, on peut dire que le Covid a boosté un petit peu les startups en Guadeloupe. C'est bien ça. Oui. C'est un des côtés positifs, si on peut le dire ainsi. Oui, qu'il fallait se réinventer, c'est bien ça. Ils avaient déjà une application qui fonctionnait. Ouais. Et Covid arrive, Tremplin arrive, donc il fallait se poser, je pense, réfléchir et rebondir autrement. Et un exemple concret on espère, le premier client sera Danick. Ah non, je ne suis pas le premier client. Non, pas le premier. Je suis le 41e, je crois. Alors, on s'est lancé il y a 2 semaines, donc peut-être pas 41e, mais ce n'est pas le premier. C'est pas le premier, bon. Et pas le dernier non plus. Exactement. Oui, là, c'est l'intérêt. Peut-être donner un contact, peut-être, je ne sais pas, si les gens qui nous regardent veulent vous contacter. Oui, donc bien sûr, pour déjà se rendre sur le site, c'est donc www.my-flash.co. Et on peut aussi nous retrouver. Pas .com. Non, exactement. .co. Tout court. Et se rendre aussi sur nos réseaux, donc sur Facebook et Instagram. Donc sur Instagram, c'est /freelance. Très bien. C'est noté. J'en profite avant de finir pour dire qu'on est sur la 2e saison de Tremplin qui vient de démarrer actuellement. Et donc là, c'est l'appel à projet pour les incubateurs, des structures d'accompagnement qui sont en charge d'accompagner des startups comme Flash, mois de novembre. Et mois de décembre, ce sera l'appel à projet pour les startups. Donc voilà, nous sommes dans la saison 2 de ce beau programme qu'est la French Tech Tremplin. Kenny, on te remercie, comme d'habitude. Et puis on attend les prochains invités. Prochaine startup, c'est déjà prévu? Oui, je pense, oui. On ne dit pas. Voilà, c'est fini pour Digital for Progress. On revient à l'actualité. À tout de suite. Et voilà, donc il est 13h51 et tout de suite, la dernière chronique, celle de notre ami Jean-Luc Divial, et c'est Eda Missou. C'est parti aussi. OTEP, beauté. Bienvenue dans la rubrique Eda Missou du ZCL. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment le vaudou sauva l'humanité. Et oui, vous lisez bien et vous avez parfaitement entendu. Un jour, le vaudou sauva l'humanité. Alors, il ne vous a pas échappé que en juillet 2021, une déclaration fracassante faite par un médecin généraliste, M. Hervé Boissin pour ne pas le nommer, a choqué tous les Noirs, et singulièrement les Antillais, au plus profond de leur cœur. Quelle est cette déclaration? Les Antillais refusent la vaccination à cause du vaudou. Dès que ce monsieur avait prononcé cette phrase, nous savons que nous avons essuyé toute une avoinée de propos calomnieux
relatifs à notre illettrisme, à notre trop fort taux d'alcoolisme. Et tout ceci n'avait que pour vocation de nous blesser et de nous pousser à la vaccination. Mais vous verrez que ça n'a fait que pousser tout un chacun à la prudence. La petite histoire méconnue de la médecine doit aujourd'hui nous être contée. Et oui, parce qu'on ne parle jamais du savoir hérité de l'Afrique en matière de progrès scientifique et singulièrement de la médecine. Mais pour commencer, nous allons partir des fondamentaux. Nous allons parler déjà de l'apparition des premiers vaccins qui sont répertoriés comme dignes de ce nom. Les annales de la médecine racontent que c'est le chimiste et physicien français Louis Pasteur, un pionnier de la microbiologie, qui donna l'élan définitif au progrès de la médecine moderne en matière de lutte épidémiologique par la mise au point du vaccin contre la rage en 1885. Cette même année, le 6 juillet 1885, il inocula au jeune Joseph Meister une substance étudiée par lui en laboratoire. L'enfant fut guéri de la rage et débuta alors la formidable histoire de ce qui allait devenir l'Institut Pasteur. Mais bien évidemment, Pasteur a eu des précurseurs et il faut les connaître. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, l'Occident ne sait pas grand-chose du monde microscopique. Il ne sait que peu de choses des microbes, des virus et de l'origine des maladies infectieuses. La théorie la plus répandue à l'époque et que les scientifiques vont devoir combattre, c'est celle de la génération spontanée. On ne sait pas encore que les virus, les bactéries agissent et ont un rôle dans la propagation des épidémies. Certains prétendent que c'est une forme de génération spontanée qui engendre le développement, par exemple, des levures, les levures qu'on utilise, par exemple, pour le pain. Et la première démonstration de la nature vivante d'un agent infectieux est établie en 1687 par Giovanni Cosimo Bonomo et Giacinto Cestoni. Ce sont deux élèves de Francesco Redi, père de la parasitologie expérimentale. Ils démontrent, grâce à l'utilisation du microscope, que la gale est causée par un petit parasite appelé Sarcoptes scabiei. Il faut savoir que Francesco Redi est l'un des premiers à s'opposer à la théorie de la génération spontanée. Revenons-en à Pasteur. En 1879, Pasteur et ses collaborateurs découvrent que les poules auxquelles on a inoculé des cultures vieillies du microbe du choléra des poules non seulement ne meurent pas, mais résistent à de nouvelles infections. C'est la découverte d'un vaccin d'un nouveau type, contrairement à ce qui était le cas dans la vaccination contre la variole. On ne se sert pas comme vaccin d'un virus bénin fourni par la nature sous forme d'une maladie bénigne qui immunise contre la maladie grave. Mais on provoque artificiellement l'atténuation d'une souche initialement très virulente et c'est le résultat de cette atténuation qui est utilisé comme vaccin. On peut retenir de ce texte que la découverte d'un vaccin d'un nouveau type, le vaccin contre la variole, ne se sert pas comme vaccin d'un virus bénin fourni par la nature. Ça veut dire que c'est un changement et qu'il y a eu une origine. Le premier à avoir testé ce principe utilisait un virus bénin fourni par la nature. Pasteur va tenter de vieillir ces souches afin d'obtenir son vaccin contre le choléra des poules. Évidemment, dans les annales de la médecine occidentale, l'histoire retient que c'est à Édouard Jenner, médecin anglais, que l'on doit la première étude scientifique du vaccin contre la variole, ainsi que son introduction dans le traitement de cette maladie infectieuse, et il passe donc pour être le père de l'immunologie. S'il y avait un brevet, eh bien, il faudrait l'attribuer à Jenner. En tout cas, c'est ce que disent les annales de la médecine moderne. On peut dire déjà que dans ce texte-là, eh bien, on voit qu'il
il a fait la première étude scientifique du vaccin contre la variole. Eh bien, ceci doit nous conduire à quelques remarques. Premièrement, Jenner n'est pas le découvreur du vaccin contre la variole. Il a étudié un procédé plus ancien en laboratoire et ce procédé ancien est empirique, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur l'expérience et l'observation et non sur la théorie. Maintenant, il s'agit de découvrir quel est ce procédé. Pour ceci, il nous faut traverser l'océan Atlantique et remonter dans le temps. Nous allons alors parler de l'origine africaine du vaccin contre la variole. Oui, je sais très bien que ça vous surprend parce que ceci est peu connu, peu enseigné, peu vulgarisé. Nous allons à Boston au début des années 1700. Les débuts de la colonisation anglaise en Amérique est marqué par de nombreuses épidémies. Le manque de médecins laisse la population esclavagiste désemparée. On dit manque de médecins, mais il faut aussi dire manque de connaissances, manque d'avancées scientifiques en matière de connaissances des microbes, des bactéries. Et bien évidemment, il faut comprendre que ces personnes débarquent dans un milieu naturel nouveau et donc qu'il y a aussi une faune, une flore microbienne tout à fait nouvelle. La variole donc fait de nombreux ravages et décime la population. Toutes, pas exactement. L'Occident découvre alors que certains Africains y survivent. Comment est-ce possible? Au début du XVIIIe siècle, au début des années 1700, un Africain, probablement originaire du pays Akan, arriva à Boston dans l'État du Massachusetts. Il fut mis en esclavage, acheté par un certain Cotton Mather, un fameux ministre puritain de l'époque. Mather, qu'il a nommé Onesimus, le décrit dans ses écrits comme intelligent, mais aussi comme enclin à voler, rebelle indiscipliné. Vous aurez tout de suite compris qu'en réalité, il s'agit de quelqu'un qui refuse la situation de servitude. On est marron, on moun qui pas qu'à accepter, il mettait en bas chaîne. Et donc, il se débrouille comme il peut pour cela. D'ailleurs, en 1721, quand une épidémie de variole sévit à Boston, les médecins européens se retrouvent dans l'incapacité de traiter cette maladie qui faisait des ravages. Ce fut Onésime qui indiqua comment traiter la maladie par un procédé qui par la suite sera appelé variolisation. En 1721, ça fait un bon moment que Onésime a racheté sa liberté et qu'il s'est évanoui dans la nature. Et on va découvrir dans les écrits de Cotton Mather que Onésime avait indiqué comment faire pour vaincre la variole. Et il va indiquer le principe de variolisation. Ce principe consistait à frotter du pus collecté sur une personne infectée sur une plaie ouverte, c'est-à-dire une incision, au bras d'un individu. Les personnes ainsi traitées se voyaient immunisées. Donc, Cotton Mather œuvrera à faire connaître partout ce procédé, mais évidemment, il se heurtera au scepticisme de ses congénères. Déjà, comment un Africain, un idiot qui est censé être analphabète, la race inférieure, peut indiquer quelque chose de haute importance en matière de médecine. Cotton Mather va tout faire pour que partout aux États-Unis cela soit répandu, mais le scepticisme va régner. En 1721, un docteur appelé Zabdiel Boylston, le seul médecin de Boston à avoir appuyé cette technique, a eu la chance de tester le pouvoir de l'inoculation, c'est-à-dire la variolisation. Cette année-là, une épidémie de variole s'est répandue d'un navire à la population de Boston, causant un malaise chez environ la moitié des habitants de la ville. Boylston se mit à l'action, inoculant son fils et ses esclaves, entre guillemets, contre la maladie. Ensuite, il a commencé à vacciner d'autres Bostoniens. Sur les 242 personnes qu'il a vaccinées,
6 seulement sont décédés. L'épidémie a tué 844 personnes à Boston, soit plus de 14% de la population. Mais cela avait permis de prévenir de futures épidémies. Cela a également aidé à préparer le terrain pour la vaccination. Donc voilà le principe. Et le principe, il a été amené par un Africain. Mais pourquoi cet Africain-là connaissait cette chose, cet Akan, il connaissait ce principe de variolisation? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Origine vaudou de la variolisation. On peut en parler effectivement parce que il faut comprendre que cela fait quand même des millénaires que ce savoir est répandu en Afrique. Et vous allez comprendre pourquoi. Il est tellement répandu en Afrique qu'il y a une divinité qui est associée justement à la variole. Vous voyez ici sur l'image de gauche les points qui semblent figurer les pustules. En Afrique de l'Ouest, Sakpata, cette divinité du panthéon vaudou, désigne la terre mais aussi la variole. Et évidemment, elle est vénérée par les adeptes du vaudou. Et ceux qui sont des adeptes de Sakpata, ces initiés, se placent sous sa protection par un rite initiatique. Et qu'est-ce que ce rite initiatique? Eh bien, vous allez voir que c'est la variolisation elle-même. Ce dernier consiste à l'inoculation de ce microbe dans une incision faite sur le bras du disciple. Ce procédé aida les Africains à lutter contre la variole qui, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, fut apportée par les bateaux négriers. Ce principe était donc connu en Afrique depuis des millénaires. Et c'est exactement ce que je vous disais. Donc, vous voyez que la variole qui sévit en Europe cause des dommages dans le Nouveau Monde, et on pense à la disparition de beaucoup d'Amérindiens, de natifs américains, et quand ils amènent cette variole par les bateaux en Afrique, eh bien, le principe est connu puisque c'est une maladie qui a été vaincue par les procédés de la médecine africaine. Donc, il faut comprendre pourquoi ils en arrivent à cette conclusion, parce que le principe fondamental de la médecine africaine, il faut bien le saisir. Et cela touche notre quotidien, parce que souvent, vous avez entendu vos parents dire « c'est poêle à chien qu'a guéri mordé à chien ». Et quand on entend ce type de déclaration, je la reprends, « c'est poêle à chien qu'a guéri mordé à chien ». Cela signifie que dans nos villages, quand quelqu'un se faisait mordre par un chien, il allait réclamer au propriétaire du chien quelques poils de cet animal afin de préparer un onguent qui serait propre à faire en sorte que la morsure du chien guérisse. Sinon, elle pouvait durer longtemps dans le temps. Ce n'est pas simplement une croyance et vous allez voir pourquoi nos anciens disaient cela. C'est à cela que l'étude raisonnable de notre langue, dans sa perspective africaine, doit nous conduire à mieux comprendre nos traditions et à mieux comprendre la base de nos savoirs. Alors certains vont dire que c'est de la superstition, du magico-religieux, de la sorcellerie. Non, raisonner comme ça, c'est faire preuve de paresse et de ne considérer qu'il n'y a qu'une seule façon d'aborder la science. Et vous allez voir que ceci est encore d'actualité puisque certains prétendent qu'il n'y a qu'une seule façon de se protéger et une façon qu'on peut mettre entre guillemets aujourd'hui, c'est la vaccination concernant le Covid-19. Et les Africains qui résistent à cette idée-là, nous qui habitons dans les îles et tout, disent non, il n'y a pas une seule solution et une seule. Et vous allez voir pourquoi. Parce que l'approche scientifique africaine repose sur la gémellité du vivant. La gémellité du vivant. Vous voyez, ici, je vous ai mis un coquillage, c'est ce qu'on appelle un cori, et vous allez voir que ici, sous vos yeux, sont exposées les deux faces. Alors, l'une présente l'ouverture et l'autre présente ce qu'on pourrait appeler la carapace du coquillage. L'une, la face de l'ouverture, symbolise le chiffre 1, l'autre symbolise le chiffre 0. Alors, vous allez voir que quand on parle de chiffre 1 et de chiffre 0, nous sommes en train de parler de l'essence même des codes binaires
du code informatique qui fait fonctionner tous nos ordinateurs et toute la technologie de notre temps. Oui, elle repose sur la pensée scientifique et médicinale de nos ancêtres. Et donc, cela dit qu'il n'est pas d'affection touchant l'homme qui n'ait pas sa correspondance énergétique dans la nature. Il n'est pas d'affection touchant l'homme qui n'ait pas sa correspondance énergétique dans la nature. Et on peut le comprendre. Par exemple, en bozo, le mot pour désigner l'excrément, c'est sopi. Et vous allez voir que la plante qui purifie s'appelle sopo ou husopo en swahili. C'est une plante purificatrice que beaucoup d'entre nous connaissent sous le nom de l'hysope. Donc vous voyez que la racine du mot qui souille, c'est-à-dire l'excrément, sopi, est en résonance avec la racine de la plante, du nom de la plante qui purifie, en l'occurrence l'hysope. De même, et c'est voilà pourquoi je dis qu'il faut faire très attention parce qu'on a déformé le nom initial, le nom ancestral de nos plantes et on perd des informations. En Chiluba, Malume désigne la semence, le sperme. En Bamwe, Molomi désigne l'époux, le mari. Mais vous allez voir que ceci correspond à notre plante, la fameuse Euphorbia iota qui s'appelle Malomé, et non mal nommé. C'est une erreur de l'appeler mal nommé, parce que c'est une plante qui est propre à soigner les affections qui touchent l'homme, je veux dire l'individu masculin. Et vous allez voir que le mot bolom ne désigne pas le bonhomme français, c'est un mot du lexique des langues africaines qui désigne l'époux, le mari. Donc quand on dit lemanteti bolom, on dit quand on était un tout jeune époux, un tout jeune mari. Symboliquement, nous avons perdu le sens profond de cette expression, mais en fait, c'est un terme qui est très répandu dans les langues africaines. Et voilà pourquoi, quand on compare, quand on considère le nom de l'hysope, eh bien, on peut lire dans la Bible, par exemple, « Lave-moi avec l'hysope et je serai pur ». Parce que ce principe-là repose justement, lui aussi, sur la connaissance ancestrale africaine que nous avons héritée de nos ancêtres, mais pas uniquement nous, bien évidemment, puisque ce savoir de l'Afrique, à l'époque égyptienne, faisait florès aussi dans les autres civilisations voisines. On pourra dire que, malheureusement, on a retenu le nom de Génère, mais aucun brevet ne porte le nom d'Onésime, et pourtant c'est lui qui a apporté à l'Occident le principe qui va être utilisé pour vaincre la variole. Aujourd'hui, avec le recul, beaucoup de maladies ont été vaincues et nous ne nous rendons plus compte et nous n'avons plus conscience que la variole était l'une des infections les plus dangereuses en Occident. Elle a détruit et décimé des populations entières. Donc, voilà pourquoi la médecine africaine amenée à l'Occident via Onésime a permis de sauver l'humanité. Cela, on peut le dire. Et donc, nous devrions rester lucides quand des attaques sans nom sont portées contre nos savoirs, contre notre spiritualité, contre notre mode de vie. Et l'idiot utile et ses ouailles, Monsieur Hervé Boissin, ferait mieux d'en prendre de la graine. Chacun d'entre vous qui venez de voir cette présentation sait comment apprécier la situation et comment prendre du recul vis-à-vis de tels propos qui ne relèvent que de l'ignorance, de l'inconséquence et de l'incompétence de ce monsieur. C'était votre rubrique Edamiso, comment le vaudou sauva l'humanité. Ibout, à lundi prochain.